Bienvenue sur Que des numéros 10 Agile, le podcast qui te livre tous les secrets pour bâtir une équipe qui ne démissionnera pas dans 6 mois. Je suis Christophe et mes invités sont des managers, des coachs, des leaders du monde agile. Avec eux, nous allons décrypter leur parcours, leur réussite et leur passion de bâtir des équipes performantes sans négliger l'humain. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. Vous en avez marre des rétrospectives de sprint ennuyeuses et inefficaces ? Découvrez Nitro, l'outil de rétrospective en ligne numéro 1 en France. Avec plus de 60 activités prêtes à l'emploi, vous allez enfin découvrir ce qu'est un moment d'équipe, ludique et efficace. En plus d'offrir la meilleure expérience de rétrospective, Nitro vous permet aussi de vérifier l'état santé de votre équipe et de mesurer l'impact des plans d'action à travers le temps. Nitro rassemble donc tout ce qu'il vous faut pour aider votre équipe à s'améliorer en continu. Aujourd'hui, Nitro est adopté par plus de 48 utilisateurs à travers le monde et compte parmi ses clients L'Oréal, Decathlon ou Leroy Merlin. Je vous invite donc à essayer Nitro gratuitement dès aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous sur le site nitro.io/fr. Ça s'écrit Nitro, N-E-A-T-R-O. Plus d'informations dans les ressources de l'épisode. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Que des numéristes agiles. Je suis Christophe. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir un coach agile qui s'appelle Geoffrey Guillochin. Il m'a été recommandé par beaucoup de personnes. Donc j'ai grosse pression parce qu'apparemment, c'est une machine de guerre. Donc Geoffrey, est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Salut Christophe, merci pour cette introduction. Déjà, pas de pression à mon avis, les personnes qui t'ont dit du bien de moi, ça doit être un syndrome de Stockholm ou quelque chose comme ça. Donc je m'appelle Geoffrey Guillochin, comme tu l'as dit. Mon premier métier avant tout, c'est d'être papa de 2 filles qui me prennent tout mon temps, toute mon énergie, mais ça c'est génial. Et après, à côté de ça, je m'essaye à plein de trucs. Mon métier principal, ça reste coach agile. J'ai eu l'occasion, l'opportunité de pouvoir aussi approfondir sur du coaching pro, de la thérapie, créer une école de danse aussi, qui est toujours en activité, ça c'est cool. Écrire des bouquins, donner des cours. Bref, dès qu'il y a un truc qui m'intéresse, je vais voir si jamais je peux aller faire quelque chose ou pas. C'était très précis comme description et ça me ressemble beaucoup. C'était la version courte. Je sais que tu es capable de faire plus long, mais c'était parfait. Alors Geoffrey, aujourd'hui, je vais t'amener sur un sujet. On va aller direct dans le vif du sujet, ouais. C'est comment t'amènes le changement dans un groupe et les individus. Ça, c'est une question que j'aime beaucoup parce que la notion du changement, on en entend beaucoup parler et en fait, j'ai l'impression qu'on sait pas trop ce que c'est. D'ailleurs, j'entends beaucoup parler de la notion de résistance au changement. Je suppose que toi aussi, t'en as déjà entendu parler, voire que tu l'as déjà vécu. Oui. C'est normal. Heureusement qu'il y a de la résistance au changement, sinon ce serait un peu bizarre en fait qu'on soit capable de tout abandonner alors qu'on a des situations qui vont bien. Donc si j'essaie de répondre à ta question, comment j'amène du changement pour une équipe ou pour un individu, je dirais que ça commence par être curieux. Ça commence par être curieux et par comprendre comment ça fonctionne aujourd'hui et c'est quoi les avantages à cette situation. Parce que s'il y a une situation qui dure, qui existe dans le temps, qui est un peu pérenne, c'est que forcément ça permet quelque chose. Et très souvent, cette partie-là, quand on veut amener du changement, elle est un peu bypassée. On n'y pense pas, on passe pas de temps là-dessus et c'est, non, si on veut un changement, c'est qu'il y a aucune raison que ce soit comme ça. Donc focalisons-nous sur la cible d'après. D'expérience, c'est le meilleur moyen pour faire en sorte que le changement dure pas et de pas avoir d'engagement et d'avoir des personnes démotivées. C'est de pas prêter attention à quelle est la situation aujourd'hui et qu'est-ce qui fait que ça tient, qu'est-ce qui fait que ce problème marche bien, en fait. Parce que oui, c'est ça, un problème qui perdure, il marche, il permet quelque chose. C'est très énigmatique ce que tu dis là. Comment tu procèdes alors face à un groupe pour démarrer T'as raison de parler d'énigmatique, je le vois un peu comme une énigme, moi. Parce que souvent, quand on va amener le changement, je me dis, ça marche pas, il faut faire autrement. Et donc, j'essaie de comprendre, j'essaie de me mettre à la place des personnes et surtout de leur poser les questions. Quels sont les avantages à la situation d'aujourd'hui? Qu'est-ce que ça permet? Quelles sont toutes les bonnes raisons que je pourrais, en tant qu'individu ou en tant que groupe, quelles sont toutes les bonnes raisons que je pourrais avoir de ne pas changer? Et après, on peut aller aussi sur d'autres terrains, comme un peu celui des émotions. C'est quoi les craintes? C'est quoi les peurs de ce changement? Quelles sont les interrogations que j'ai? Et après, impossible, de mon point de vue aussi, d'amener du changement si on va pas travailler la notion de confiance. Donc c'est un thème qui regroupe plein de choses. Mais s'il y a quelqu'un qui vient t'accompagner, qui vient t'aider, qui vient te demander de changer, peu importe le verbe que tu mets devant, et que t'as pas confiance en la personne, c'est mort, ça marchera pas. Et donc ça fait aussi partie intégrante. Donc si je résume,
J'essaie de me mettre à la place des personnes qui vont subir ce changement ou qui vont être acteurs de ce changement, ça dépend comment elles le perçoivent, et de me dire qu'est-ce qui marche bien aujourd'hui, qu'est-ce que ça me permet aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai peur de perdre. Parce que ça m'aidera à mieux les comprendre et à comprendre par quoi on peut passer. Comprendre si, en effet, je vais devoir dire, ben ouais, il va y avoir des pertes dans le changement, mais c'est pour des gains à côté. Parce que sinon, je suis en train de raconter une histoire sans rien comprendre. Je suis en train de vendre un rêve, mais qui est pas un rêve pour la personne en face de moi, qui est juste un rêve pour la personne qui dit, ah, mon objectif, c'est de faire en sorte qu'il change, j'ai réussi, youpi. Non, viens, on prend en compte les humains qui est en face de nous, quoi. Donc voilà. Peut-être c'est encore assez énigmatique, Non, mais pour répondre, ça passe par trouver les bonnes questions et créer du lien. Et à partir de là, j'ai les premières étapes pour amener du changement. c'est ce que j'allais te dire en fait. Forcément, tu vas passer dans une phase de résistance parce que ça on touche Ouais. sur la culture d'entreprise ou sur la culture bah, du groupe. Hein. Ils ont été comme ça, donc Mhm. avant que toi ou moi on arrive, ils ont toujours fonctionné comme ça, tu vois. Ouais. Donc bien ou pas bien, le groupe a toujours avancé comme ça, tu vois. Donc on n'est pas là pour juger. Mais il peut y avoir, bah, je sais pas, un problème ou un défi, donc forcément des résistances. Donc là, tu l'as un peu dit, quel genre de questions, justement, tu fais pour, justement, faire, lever les résistances ou les orienter pour que ce soit un peu moins énigmatique? Ouais. Et ben justement, j'aime bien les poser des questions déjà auxquelles les gens s'attendent pas et qui vont déjà trouver complètement saugrenues ou presque complètement débiles parce qu'ils vont dire mais ça fait aucun sens. Encore récemment là en formation, des questions que je pose dans l'accompagnement pour un nouveau modèle, une nouvelle transformation, c'est comment on peut faire pour bien saboter la transformation qu'on s'apprête à faire. Donc là, les gens ils se marrent, ils se détendent et mais non, on est censé voir comment on va réussir à mettre en place la transfo. Oui, oui. Et on va passer par comment on va faire pour saboter. Et donc ça interpelle, ça interroge, et souvent c'est très facile d'arriver avec ce genre de questions dites paradoxales qui sont d'instinct à l'encontre de ce qu'on veut faire, et ils vont avoir plein d'idées. Et dans ce cas-là précis, l'astuce réside dans la deuxième question, celle qui suit après, qui est, une fois qu'on a listé un peu tout, qu'on s'est amusé, qu'on a regardé, qu'on s'est dit, ah ouais, ça vraiment c'est compliqué. Vous faites quoi déjà aujourd'hui qui ressemble à tout ça? Ah là, ça fait mal! Ça fait mal, et en même temps, ça bouscule et ça va faire bouger. Après, je les laisse pas comme ça, hein. Il y a un petit silence qui s'installe, et histoire que tout le monde reste pas en position latérale de sécurité, je réamorce avec autre chose. Et je leur dis, le but, c'est pas de se dire intentionnellement ou non, ces choses existent, mais c'est de se dire, en fait, il y a déjà plein de petits défis par lesquels on peut passer. Il n'y a pas besoin de réfléchir énormément à, oh, ça va être quoi nos actions pour faire en sorte que la transfo marche. Ça peut déjà être dans nos comportements d'aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs sur lesquels on pourrait aller, des trucs faciles pour commencer, mais qui nous permettraient d'ancrer cette transformation plus facilement? Et du coup, plutôt que d'arriver avec, on a un changement et il y a une feuille blanche, il va falloir qu'on réfléchisse à tout ce qu'on doit faire. En fait, la feuille n'est pas blanche, il y a déjà un gros point de départ qui est très facile parce qu'on le connaît. Et ça, par exemple, c'est une des questions que je peux poser. Et si tu veux, je peux te citer un autre exemple un petit peu différent. Là, pour le coup, c'était quelqu'un avec un rôle de Scrum Master qui est venu échanger avec moi et qui voulait me parler de priorisation dans ses équipes. Donc la personne vient d'arriver, les priorisations n'étaient pas forcément faites. Et je dis pas forcément parce que je suis sympa. Et le but, c'est que ce Scrum Master se dit, mais en fait, ça reste important, je vois que ça les gêne, je vais leur proposer de prioriser, et je vais le faire avec une méthode assez simple. Qu'est-ce que t'en penses, Geoffrey? Est-ce que t'as des conseils ou autres? Et je lui dis, avant de répondre à ta question, et oui, tu as pris une échelle qui a l'air assez simple, et pourquoi pas? Pour quelle raison ils feraient de la priorisation? Parce que jusqu'aujourd'hui, ils en font pas. Globalement, même s'il y a des problèmes, ça fait longtemps qu'ils n'en font pas. Ça va. Qu'est-ce que ça leur permet de ne pas faire de priorisation? Ok? Ils ne font pas de priorisation, et pourtant ils tournent quand même. Ils délivrent, ils font ce qu'ils ont à faire. Peut-être que tu penses que ça pourrait être mieux. T'as sûrement raison. Et encore, bah, faut l'expérimenter. Mais aujourd'hui, s'ils le font pas, c'est qu'il y a des intérêts. Pêle-mêle, l'avantage de ne pas prioriser, c'est de pouvoir faire passer ce qu'on veut quand on veut, de pouvoir choisir les sujets qui nous intéressent plus que d'autres, de pouvoir semer le trouble en disant qu'on est sur un sujet ou un autre et du coup, c'est plus difficile de bien suivre l'activité et donc on est plus tranquille. Il y a plein de possibilités. Et donc, bah,
commencer à comprendre ce que cette équipe réussit à déclencher sans faire de priorisation et essayer de réfléchir à qu'est-ce que ça va changer si on fait des priorisations et où est-ce qu'il y a des leviers intéressants pour l'équipe. Avant même, de mon point de vue, de réfléchir à comment je vais les faire prioriser. Leur donner l'envie d'aller prioriser. Ouais, c'est important ce que tu dis là. Moi, quand je démarre avec une nouvelle équipe, en fait, en tant que Scrum Master, tu sais, les gens attendent que je déroule la méthode, le cadre. Et en fait, quand j'ai débuté, oui, bah bien sûr, j'étais avec mon Scrum Guide et mon livre entre les mains, tu vois, comme la Bible, tu vois. J'étais le défenseur et tout. Et c'est ok, tu vois. Mais au fil des mois, en fait, avant de prendre un groupe en main, c'est déjà voir les points forts de l'équipe, en fait. Parce que, comme tu dis, il fonctionne. Même si moi, d'un point de vue extérieur, bah, comme tu dis, ça peut être, oui, il progresse pas ou il y a un truc qui est pas dans le Scrum Guide, qui est pas dans la méthode. C'est ça. Et non, faut prendre de la hauteur et l'équipe est vite déjà, tu vois. Il peut y avoir des problèmes et des tensions, tu vois. Il y en a partout, tu vois. Mais il y a du vécu, il y a du vécu et il y a forcément des trucs qui marchent et ils sont ok de fonctionner comme ça. Il y a peut-être des choses qui peuvent progresser, mais il y a forcément des choses où ils sont bons, tu vois. Donc moi, en fait, ce que j'ai compris, j'ai mis du temps à comprendre, c'est que bah, quand t'accompagnes des équipes agiles dans Scrum ou n'importe quel framework, c'est déjà mettre en avant les points forts de l'équipe. Et après, on peut passer de la Coupe de France avec des champions. Avec un petit investissement du Qatar, ça aide aussi. Mais c'est vrai. Et dans ce que tu partages, il y a un truc où moi je me retrouve, parce que j'ai l'impression que c'est très universel, c'est qu'au démarrage, tu fais avec les guides que tu as, donc au démarrage en tant que Scrum Master, en tant que coach agile, en tant que tout ce que tu veux, tu as un guide et tu te dis, bon, bah c'est ça le truc à incarner, il va falloir que j'aille le mettre en place. Et par rapport à ce que tu as partagé aussi, tu as dit, ah ouais, mais ça, c'est pas dans le Scrum Guide. Petite info sympa, vous savez ce qui est pas dans le Scrum Guide, le mot agile. Le mot agile n'est pas dans le Scrum Guide. 15 ou 17 pages, ça dépend si c'est en français, en anglais, peu importe la version, ce mot n'y est pas. Est-ce que ça veut dire qu'on va pas en faire? Non, c'est plus pour justement démystifier un mot qui a été beaucoup galvaudé, bon bah on va pas trop en parler. Et c'est intéressant parce que juste avant là qu'on échange ensemble, je discutais bah, justement avec des Scrum Masters et qui disaient mais là où on est, il y a un guide, il y a écrit un petit peu comment ça se passe partout, sur les rôles, sur les interactions. Mais en fait, en tant que coach, il suffit de venir et de dérouler et de déposer ça. Bah non. Enfin, ça dépend. Si mon ambition, c'est juste de checker une case et de dire j'ai bien mis ça en place, bien sûr, j'y vais. Mais on parle de changement. Le changement, il faut qu'il intervienne pour répondre à un besoin, pour répondre à quelque chose de solide. Alors si je ne fais qu'appliquer un truc qui existe déjà et qui n'a pas été écrit pour les personnes que j'ai en face de moi, à quel point ce changement va être un vrai changement? Il ne le sera pas. Il va dépérir tout seul avec le temps et c'est normal et ils auront raison parce que ce sera pas incarné, parce que ça répondra pas à leurs envies, leurs besoins, qui ils sont. Et en effet, ça s'appuiera pas sur leurs forces. Appuyons-nous sur les forces des uns et des autres pour en créer un changement. Et même vous, individuellement, peu importe, tout le monde. Si tu veux changer quelque chose, pose-toi la question, sur quoi je peux m'appuyer déjà de moi que je connais? Ouais, donc je pense qu'on est beaucoup à se retrouver dans ce que tu partageais juste avant Ouais, j'ai de, une image. bah, j'ai un Il y a guide, un quoi. truc que je trouve marrant après, c'est mon humour. J'ai acheté tous les livres de Pierre Hermé, tu sais, le fameux pâtissier français qui a même ouvert des mangeries de macarons au Japon, tu vois. J'ai tout acheté hein, et j'ai jamais fait un gâteau au chocolat bien, tu vois. Enfin, ça reste mangeable, tu vois, mais ça a jamais été une tuerie, tu vois. Même en suivant la recette, tu vois. Mais tu vois, il y a plein de paramètres. Ça peut être les ingrédients, ça peut être, je sais pas, il y a plein de choses, tu vois. Donc, si tu suis, tu déroules ce qui est écrit, tu vois, la recette, et tu prends pas en compte de l'environnement et même des gens où, voilà, t'auras pas le résultat. Bah, c'est ça, du matériel, des personnes, de plein de choses. La même histoire que ce que tu viens de raconter, mais un peu plus fictif, dans Harry Potter, je sais pas si tu les as lus, mais il y en a un où il a un bouquin, je sais plus, je crois que c'est celui du prince du sang mêlé, où en fait, les recettes de potions, eh ben, elles sont rayées, elles sont changées par rapport au bouquin, et ça marche, cette version changée, en fait. Et donc, c'est très contextuel. Et ouais, on a beau même se cultiver, savoir par cœur comment les choses doivent se passer. Quand tu confrontes à la réalité, bah, faut s'adapter. Et c'est ça qui est beau dans le changement et dans l'accompagnement des groupes et des individus.
c'est que t'as pas la recette, en fait. Tu l'as pas avant. Et si t'es pas curieux de comprendre les personnes, curieux de comprendre ce qui fait qu'on est dans cette situation aujourd'hui, si tu dézoomes pas pour comprendre quel est le système dans sa globalité, bah tu vas cocher des cases. Bon, et je pense que t'incarneras pas un vrai changement pour les personnes en face de toi. Ouais, là, je disais, c'est bien de mettre en avant les points forts des personnes de l'équipe. C'est aussi bien aussi de comprendre les contraintes. Et je fais la même chose aussi pour mes clients. Parce que, oui, ils ont des besoins et tout, mais j'essaie déjà de voir leurs contraintes déjà. C'est super important, parce qu'on peut avancer, mais à mon œil, il y aura des obstacles. Donc partons sur ça, hein. Comment justement tu bouges un groupe parce qu'ils sont forcément confrontés à des obstacles. Là, on se dit, ok, ils ont conscience, ils ont fait la première étape, ok, ils ont conscience et tout. Maintenant, comment on fait pour les bouger pour que on aime le changement parce que là, ils veulent y aller, tu vois. Ouais, ils ont envie d'y aller, mais comme tu dis, il y a des contraintes. Déjà, un partage, tu dis contrainte, ce que moi j'appelle contexte la plupart du temps. C'est la même chose, mais pour moi, contexte, c'est plus facile. Pour moi, contexte, c'est plus facile parce que c'est, bon bah ok, j'ai un cadre et je vais évoluer dedans. Contrainte, parfois, il est un peu connoté. Mais peu importe le mot qu'on utilise, c'est important de connaître ces contraintes-là. Déjà, plutôt que de dire comment je vais dire ce que j'évite de faire et que j'ai fait pendant un long moment, et désolé pour toutes les personnes que j'ai accompagnées à ce moment-là, je vais arrêter de projeter ma solution idéale pour les personnes. Parce que je n'ai pas, moi, leur contexte. Je vais pas perdurer avec ce changement. Moi, quand j'ai fini, je vais accompagner d'autres personnes. Donc, c'est vraiment les aider à définir ça aussi. Définir, comme tu l'as dit, quelles sont nos forces, quels sont nos besoins, où est-ce qu'on a envie d'aller. Ça fait plein de choses à définir, hein, mais on tapisse un petit peu tout ça. Et après, très inspiré de la partie solution focus aussi, c'est quels sont les premiers petits pas qu'on pourrait mettre en place, quelles sont les premières actions avec le résultat observable à chaque fois. Si je crante pas avec un résultat observable, je vais faire des actions, je ne sais pas si ça marche ou non. Donc ça, c'est l'approche que je leur propose à ces personnes-là, à ces personnes, à ces groupes, mais des choses que moi, je vais pas leur partager, mais qui sont importantes pour moi pour être au bon endroit et dans les bonnes propositions aussi. Bah, je m'inspire beaucoup de la notion de systémique. Et c'est essayer de dézoomer de mon point de vue, voire de les amener eux à dézoomer sur, mais c'est quoi les interactions aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe quand on fait certaines choses? En gros, on va essayer d'identifier ce qui est fait, ce qu'on obtient en retour, et de comprendre où est-ce que, quand on fait quelque chose, ça ne marche pas. Et donc là, on va travailler sur la prise de conscience aussi. Et la prise de conscience, ce qui est génial, c'est que quand elle marche, quand elle est bien perçue, soit avec du questionnement, soit avec du recadrage, ou en tirant avec eux le fil de leur histoire, il y a un moment un peu magique qui se passe et souvent c'est un grand silence. Un peu comme tout à l'heure avec la question sur le sabotage. Tu sais que t'es arrivé au bon moment quand les personnes en face de toi, elles bug. Et là, tu dis, ah cool, on vient de créer tout ce qu'il faut pour le changement. Plus qu'une déclaration de on a envie de changer, c'est ancré physiquement vraiment. Et c'est suite à une question, suite à une remarque. Soit il y a un grand blanc et les personnes ne peuvent pas répondre, soit elles commencent à répondre et moi j'appelle ça le bug et en fait ça s'arrête. Tu sais, ah oui, bah ça serait très bien parce... Et là il y a un bug, il y a un gros blanc. Ok, tu sais que tu es au bon endroit et que tu peux appuyer. Et après, c'est vraiment donc également être dans l'écologie du changement avec les personnes. Pas les forcer à faire trop grand s'ils peuvent pas faire trop grand. Mais ancrer des réussites, ancrer des changements au fur et à mesure. Pour moi, il y a quasiment que ça de vrai, en fait. C'est, si je fais un trop gros changement, potentiellement, je vais perdre du temps, je vais perdre des gens, et ça sera difficile à rester pérenne. Alors que des petits ajustements au fur et à mesure, ça tient, et ça permet d'évoluer et de réajuster au fur et à mesure par rapport à la cible que tu définis avec l'équipe. Je me rends compte que je fais des très grandes réponses avec plein de divergences. Bienvenue dans mon monde. Potentiellement pour les personnes qui écoutent ce podcast, si vous voulez poser des questions live, c'est pas possible, mais on peut se parler après. Non, mais moi, ce que j'adore dans ce podcast, c'est que justement, c'est la variété des profils que j'invite, donc il n'y a pas de souci, Geoffrey. Ah moi ça va, hein. Ça me fait penser à un truc, à ce que tu me dis là, hein. Un peu quand justement t'es dans la négociation. Hein. Je vais t'expliquer. En fait, quand t'es dans la négociation, t'as un but, mais la personne, pour moi, c'est pas le résultat qui compte, c'est la façon de demander. La façon de demander, en fait, tu la mets à l'aise, tu lui poses des questions, et ça me fait pas penser à ce que t'as dit tout à l'heure. À un moment donné, elle bug, tu vois. Donc quand elle bug, elle ventile.
Donc, elle va prendre, comment dire, à l'image, elle va prendre la brouette et avec tous les problèmes et toutes choses qui vont pas, elle va tout me déverser. Moi, je juge pas, j'écoute, tu vois. Mais par contre, j'attends le bon moment justement pour justement la rattraper et dire ok, bah maintenant que t'as ventilé entre guillemets, enfin je lui dis pas mais je vois qu'elle a ventilé. Là justement on peut passer à l'étape suivante où c'est bon, maintenant elle a tout vidé son sac. Maintenant on peut avancer et poser les bonnes questions, hein. Donc ça m'a fait penser à ça Ouais, quand tu disais que ouais la question pour les faire bugger parce qu'après ouais justement ça amène justement bah, là où on veut aller en fait. Enfin c'est ça. Et la question pour les faire bugger, après, faut l'accompagner, hein. Vraiment, faut pas laisser comme ça parce que c'est compliqué. Et c'est accueillir ce que la personne va te partager. Donc, je me retrouve très bien dans ce que tu dis où bah, la personne, elle va avoir envie de déposer tout un tas de choses. Quand tu dis trouver le bon moment, c'est aussi trouver les bons mots au fur et à mesure pour dire, ah, ok, je comprends, mais ça doit pas être évident pour toi, tout ce que tu partages là. Ne serait-ce que valider ça. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de recréer le lien de confiance. Et puis, moi, je trouve ça naturel parce qu'on parle à des personnes, encore une fois. On parle pas à des ressources. Et je l'ai pas mimé avec mes doigts, mais je l'ai mimé dans ma voix. Non, les personnes, c'est bien si on les voit vraiment comme des personnes pour pouvoir avancer avec elles. Et donc, quand tu les fais bugger, après, faut les accompagner là-dedans. Donc, les rejoindre sur le plan des émotions ou de ce qu'ils partagent pour bien les comprendre. Et en revanche, il y a aussi quelque chose qui est possible parfois, c'est de les interrompre dans le déballage de tout ce qu'il y a dans leur brouette à problème, pour reprendre ton image. Parce que parfois, ça devient plus utile à l'échange et ça devient juste une accumulation de trucs qui est contre-productif. Et interrompre, c'est cool, hein, c'est génial, c'est pas mal poli, hein. Je sais, moi petit, on m'a tout le temps appris, faut pas interrompre, c'est mal poli, il faut écouter les gens quand ils parlent. C'est vrai jusqu'à une certaine mesure. Parce que si les gens parlent que ça n'a plus d'effet, voire si ça devient une prise d'otage de la parole et que toi, bah, tu te retrouves à écouter et en fait, il se passe plus grand chose parce que tu es complètement sorti du sujet, faut être capable d'interrompre pour recentrer un peu l'échange et la discussion. Et ça, c'est très très dur, hein. J'ai mis beaucoup de temps à apprendre ou réapprendre à interrompre. ouais c'est recentrer les débats en fait. Et Exactement. Et non, ça a du bon à interrompre, tu vois. Et justement, mon astuce justement pour interrompre, c'est quand je vois que vraiment on s'évade du sujet, hein, c'est justement de la remercier en fait. Je te remercie pour tes idées ou ton feedback. Je le note, hein. Mais est-ce qu'on peut revenir? Et du coup là, c'est cette petite astuce que j'ai en fait quand la personne, bah, elle ventile et à un moment donné, je sens que si je la laisse continuer, on va perdre le fil. Et justement, avant, on disait, bah, je te remercie en fait. Tu sais, je suis pas, bon, stop quoi, arrête. Mais non, je dis, ah, c'est intéressant ça. Bah, je te remercie, je prends note et tout. Mais revenons sur le sujet, tu vois. Et, Et vu que tu partages une astuce, je peux te partager la mienne pour interrompre. Je pose la question, est-ce que je peux t'interrompre? ah ouais. En faisant ça, en fait, j'ai déjà interrompu. Après, ça m'empêche pas de pouvoir remercier, de pouvoir souligner dans les choses qui ont été partagées et de recentrer. Mais par contre, vu que je pose la question, c'est aussi OK si la personne elle me dit non. Je peux pas dire est-ce que je peux t'interrompre si la personne elle me dit non, non, là, j'ai pas fini, j'ai tel truc. OK. Et ça, c'est un piège parce que j'ai pris l'habitude de poser des questions plutôt que d'imposer à plein de moments. Et je me revois poser des questions, notamment à ma grande fille à un moment, en lui disant, on dépose d'abord ta sœur ou toi? Et elle dit, moi d'abord. Et j'avais envie de déposer sa sœur avant, mais j'ai posé la question. Donc au début, je fais, bah non, ta sœur. Puis après, je fais, non, mais en fait, t'as raison, je t'ai posé la question. Je dois accepter que ça aille pas dans mon sens si je pose la question. Et ça aussi, c'est un truc qu'on a tendance à pas voir avec l'accompagnement dans le changement. On pose des questions en se disant, bah, la réponse, elle est évidente. Mais si, ils répondent autre chose, ils répondent autre chose. Faut aller dans ce sens-là. Donc voilà, l'astuce, est-ce que je peux t'interrompre? Le risque, c'est que la personne dise non et il faut l'accepter. Ouais. Bon, c'est comme les feedbacks en fait. Je vois sur LinkedIn, le manager parfait LinkedIn, il demande du feedback pour s'améliorer et tout. Mais le feedback, c'est ok de le refuser, hein. Ah, mais c'est même un bon signe quand quelqu'un est capable de te dire non, pas maintenant. Non, pas maintenant, ou j'entends ce que tu dis et bah merci pour ta perception. Moi, j'ai une vision un peu différente. Ça me permettra de me questionner, mais je vais pas faire ce que tu me dis de faire. Un feedback, c'est un cadeau qu'on donne ou qu'on reçoit, mais il n'y a pas d'obligation d'achat derrière. Sinon, c'est plus un feedback, c'est une injonction. Avant de terminer sur le sujet, est-ce que tu as des anecdotes sympas
à nous partager, vu que t'as accompagné plein d'équipes, je sais pas si t'en as en tête. Je peux commencer par une anecdote sur moi, en partage, parce que ça concerne tout le monde. Et un peu d'humilité, ça fait du bien parce que pour le coup, c'était une grosse remise en question humilité. Tout à l'heure, j'ai partagé que je me suis formé à la systémique, notamment au coaching et à Ouais, la tu peux thérapie. détailler un peu, En fait, pour quelqu'un qui connaît pas, la systémie, si tu peux rappeler un peu ce que c'est? en rapide et assez vulgarisé pour que les experts puissent me dire que je dis n'importe quoi, la systémique, c'est issu de l'école de Palo Alto et c'est une approche dans laquelle on va regarder les systèmes, leurs interactions et les effets que ça a. Quand on parle de système, un système, c'est quoi? C'est des éléments qui sont en connexion, en interaction et qui arrivent à maintenir un équilibre sur leur mode de fonctionnement. Dans le corps humain, par exemple, eh ben, il y a de magnifiques mécanismes qui existent pour, par exemple, maintenir la température du corps. Quand on a chaud, on transpire, quand on a froid, on frissonne. Ce qui permet ça, ce sont des éléments ensemble. Et l'objectif premier visible, c'est maintenir une température OK. En vrai, c'est la survie du corps humain. Donc la systémique, c'est l'étude des systèmes, des ensembles d'éléments en interaction qui ont un objectif commun. Et bah, c'est très utile dans différentes approches, notamment sur le changement, sur l'accompagnement, sur la thérapie. Et moi, je m'en sers maintenant un peu tous les jours et souvent sans y faire trop attention. Et pour revenir du coup à l'exemple que je voulais partager, je me suis formé à la systémique après 2-3 ans en tant que coach agile. Je me suis dit, bah, ça fait 2-3 ans que je suis coach agile, je sais ce que ça veut dire être coach, machin. Au bout de 2 heures de la formation, qui s'écoule sur 4 mois et pendant laquelle tous les jours on bossait, j'ai eu une grosse remise en question. Je me suis dit, mais faut que j'enlève coach dans mon titre de coach agile. Je suis pas du tout coach. Je viens d'apprendre des trucs incroyables. Et en fait, en termes de changement, pour moi, ça passe par de nouvelles perspectives aussi. Ça peut passer par, ah mais ok, ça je le comprenais pas de cette façon, et maintenant que je le vois, je suis dans des conditions pour pouvoir évoluer, pour avoir envie d'évoluer. Donc ça, c'est une anecdote dans le sens où parfois un apprentissage, c'est brutal. Pour moi, ça a été vraiment brutal à ce moment-là, mais ça a été l'occasion d'amener du changement et ça m'a même donné envie de continuer à explorer ce truc que je connaissais pas. Et ça a été un vrai moteur. Donc ça, c'est juste une petite anecdote pour dire que le changement, ça peut nous toucher tous, n'importe comment, surtout quand on le prévoit pas. Après, je peux partager des expériences de changement qui n'ont pas réussi aussi. Celle-là, j'étais plus dans l'équipe qui était accompagnée pour un changement tout début, ma première expérience agile. D'ailleurs, ma première expérience agile, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette daube, plus jamais de la vie. La deuxième aussi, d'ailleurs. C'est à partir de la troisième où je me suis dit, ah, en fait, ça peut être cool. Donc la première, on avait eu un coach qui arrivait, qui a pas forcément parlé à toute l'équipe, qui s'était pas présenté à tout le monde, mais qui nous a dit, ah, je suis coach agile. L'agilité, c'est des itérations de 2 semaines. Dans les 2 semaines, vous devez faire ça, ça et ça et ça, et voilà. Et donc je pose des questions. Et je dis, mais par rapport à ce qu'on produit et toute l'étendue que tu décris, entre je récupère un besoin, il faut que je fasse le visuel, enfin l'IHM, il va falloir développer, il va falloir tester et on délivre. Par rapport aux ambitions qu'on a, on peut pas faire des gros trucs comme ça sur 2 semaines. J'étais curieux en fait. Donc j'étais curieux de comprendre comment ça pouvait marcher. Et là, la personne a dit, mais non, mais de toute façon c'est comme ça. L'agilité c'est ça, donc vous devez changer, vous devez faire ça. Point. Alors, confiance zéro. Sentiment d'adhésion, compréhension et de on œuvre ensemble pour une bonne chose, zéro. Compréhension de pourquoi on fait les choses, zéro. Et en plus, à l'époque, j'étais beaucoup plus, comment dire, facilement énervé qu'aujourd'hui. Et donc, du coup, moi aussi, de mon côté, je faisais aucun effort. Parce que j'avais eu cette première approche-là ratée qui continuait. Et donc ça illustre plein de choses et cette expérience, je suis content de l'avoir eue parce qu'elle me sert, elle me sert à me dire qu'est-ce qui ne marche pas dans le changement. Et si j'en partage une autre plutôt positive et sur laquelle j'ai été acteur, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut partir sur un collectif, un truc qu'on a fait. Ah bah ouais, c'est pour créer des conditions de changement. J'ai accompagné un dispositif d'agilité à l'échelle. Et il y avait un RTE. Faut définir RTE. Ouais, rapidement. Grossièrement, c'est un peu comme un Scrum Master, mais à l'échelle de plein d'équipes mises en commun. Son job, c'est de faire en sorte que l'agilité à l'échelle marche bien
avec une responsabilité qui n'est pas dans une équipe, mais qui est sur l'animation de plein d'équipes ensemble. Ça va pour Ouais, cette on parle de approximation? safe. C'est bon. Exactement. Et donc, il y avait un RTE qui avait envie de prendre un peu plus cette posture-là qu'il avait du mal à prendre. Il était plus sur je fais que du suivi et j'ai du mal dans les interactions avec les gens. Et on a échangé un peu sur le changement, savoir ce qui le motivait, ce qu'il avait peur de faire. Et je lui ai dit, bon bah, ce qu'on peut faire, c'est qu'au lieu de te dire, bah vas-y, jette-toi et tant pis, il y a plus qu'à, tu te débrouilles tout seul, bah les premières fois, je suis là avec toi. Donc sur la première journée, il y a 3 moments de synchronisation qui sont un peu difficiles pour toi. Le premier, je suis là et si tu veux, je le gère. Comme ça te permet de poser des questions et on voit. Par contre, je gérerai pas les trois. Donc on a fait le premier, j'ai géré avec lui et après on a échangé. Il a dit ah bah ça m'inspire un peu, ça j'aimerais bien un peu changer. Donc il a déterminé des trucs sur lesquels il avait envie de tester. Et je lui dis cool, tu vas pouvoir tester dès le prochain. Et j'ai pas été sympa pour le coup parce que je lui ai dit bah on le fait ensemble et moi je reste en backup et toi tu te lances. Je le connaissais quand même un petit peu et je suis pas venu au point de synchro d'après. Je lui ai dit, je suis désolé, là, j'ai un imprévu de l'autre côté, il va falloir que tu le fasses tout seul, mais on a vu ensemble. Ça va aller. Et ça a été très bien. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'y suis allé après, quand même. Bon, bah, si tu te reconnais, oui, j'ai fait exprès de pas être là à ce moment-là, hein, désolé. Mais j'ai provoqué des conditions de changement aussi. Un truc qui marche pas, c'est de faire à la place d'eux tout le temps. Il faut créer une montée en compétences. Et donc, son besoin était identifié, il avait identifié des axes, il lui restait plus qu'à se lancer. Bon, bah, j'ai un peu provoqué le fait qu'il n'y ait pas le choix et faille se lancer. Ça lui a permis de tester de nouvelles choses. On a débriefé ensemble. Et pour la troisième itération de synchronisation, il m'a dit, bah, en fait, je viens pas. Bon, bah, j'ai gagné. J'ai réussi à l'amener dans une phase d'expérimentation, de changement, de viens, on fait des trucs différemment. Ça, c'est cool. Ouais, le plus dur, c'est ce jour de démarrer, en fait. C'est de monter la première marche. Et après, C'est extrêmement dur de démarrer. C'est extrêmement dur. Et c'est pour ça que plein de choses dont on a parlé aujourd'hui sur le fait d'être curieux, de poser les bonnes questions, poser des questions de contre-pied, accepter les émotions de l'autre et partager avec lui, accompagner dans la question paradoxale, celle qui va faire bugger, celle qui va faire qu'on va créer un décalage et une incongruence. Pour moi, c'est tout ça qui va te permettre de favoriser le changement. Et je vous parle de tout ça comme si je connaissais parfaitement le sujet. Je fais qu'apprendre encore aujourd'hui, je fais rien du tout sur le sujet. Et c'est ça qui est génial, c'est que plus on sait des choses sur le sujet, plus on a des choses à apprendre. Et on n'arrête jamais. Donc c'est un peu flippant parfois, mais c'est quand même vraiment génial d'avoir tout le temps des trucs à apprendre et de faire des liens entre 20 000 sujets. eh bien, parfait, Geoffrey. On va clôturer cette thématique-là. On va aller direct dans la deuxième partie du podcast. Je vais te poser un peu des questions sur sa vie perso et ton état d'esprit. Généralement, je ne coche jamais les gens. Je sais pas si je vais essayer de te faire bugger, mais on va voir. On va aller direct, Oh, Geoffrey. vas-y, s'il te Si une plaît. journée faisait plus de 24 heures, qu'est-ce que tu ferais? Alors, bah tu vois, moi ça m'amène à me poser une question, donc du coup je suis chiant. Mais elle fait plus de 24 heures pour tout le monde ou juste pour moi et Pour genre j'ai un toi. pouvoir? Juste pour toi. Alors si c'est juste pour moi, je pense que j'en profite pour passer plus de bons moments avec ma famille, ma femme, mes filles, mes amis et profiter un peu plus de ça. Non pas que je le fais pas, mais j'en ai jamais trop de voir quand on se marre, quand on s'amuse ensemble, voire même quand on n'est pas d'accord et qu'on se fâche et qu'après tout va bien aussi. Donc j'irai chercher des moments avec ma famille, avec mes amis et je pense que je prendrai le temps de d'apprendre de nouvelles choses. C'est ça aussi qui est frustrant de mon point de vue, c'est que il y a énormément de choses qui m'intéressent et je vais pas pouvoir aller sur tous les sujets qui m'intéressent. Donc voilà, je profite, je consomme du rire avec ma famille, mes amis, voire des humoristes aussi parce que j'adore ça et je vais apprendre des trucs. Ok. Ou est-ce que tu as une habitude que tu ne dis à personne? Est-ce que j'ai une habitude que je dis à personne? J'ai une habitude qui se voit ou qui se voit pas, qui est que à chaque fois que je suis dans un échange, une conversation, donc que ce soit en visio ou même en présentiel, j'ai toujours un truc dans les mains. Je crois que mécaniquement, je dois m'occuper les mains à faire autre chose, ce qui est parfois mal perçu, comme bah en fait je m'en fous. La vérité, c'est que ça me concentre. Alors, mes profs au lycée le voyaient pas comme ça me concentre. Ils le voyaient plus comme une bonne occasion de me dire que je faisais n'importe quoi, que j'écoutais pas et que je distrayais mes camarades quand je
dessinait, griffonnait. Mais après, c'est pas un truc exceptionnel. Il y a plein de personnes, potentiellement même tout le monde, pendant un coup de téléphone, a pris un stylo et a griffonné des trucs. Moi, je le fais tout le temps. Tu vois, là, on se parle, bah, dans les mains, j'ai un élastique à cheveux et je sais pas pourquoi il est dans mes mains, mais potentiellement, il m'occupe mécaniquement et je peux être plus présent avec les gens. Ok. Quelle danse pratiques-tu? C'est une question piège. Et ouverte en même temps. Alors, ouais. Alors, quelle danse je pratiquais? On va mettre ça déjà au passé. Parce que maintenant, j'ai plus beaucoup de temps avec l'école de danse. Mais avant, j'y étais et j'y étais souvent. Et tant qu'à faire, plutôt qu'être juste le monsieur de l'accueil, je me suis dit, je vais aller dans la salle aussi. Surtout que j'étais le monsieur de l'accueil et personne me lâchait des petites pièces en passant, donc c'est dommage. Donc j'ai testé la salsa, la bachata, la kizomba, le new style, l'afro, le dancehall, le hip-hop. J'ai même testé un peu de pilates et de barre au sol, ce qui m'a fait découvrir des muscles que je ne connaissais pas. Et à la fin, j'étais surtout plus sur de l'afro et du hip-hop. Et aujourd'hui, je pratique surtout une danse approximative, à danser n'importe comment dans le salon avec mes filles sur les sons qui passent. Et ça me fait penser notamment à Dickies, qui est un rappeur que j'aime bien, qui dans une de ses chansons qui s'appelle Best Day, il dit il y a qu'un Michael Jackson, le reste c'est des saucisses. Donc il parle de danse. Et en gros, dansons n'importe comment, on s'en fout. Tant qu'on s'amuse et qu'on prend du plaisir, c'est ça le principal. Mais justement, pourquoi je te pose ces questions-là? Parce que j'ai vu, hein, je suis un peu comme le FBI, mes invités, j'épluche un peu leur passé et creuser les dingueries. Et j'ai vu Geoffrey Yoshien, t'as une école de danse. Est-ce que tu veux en dire plus? Ouais, bah, en fait, je suis un peu pas l'arnaque, mais l'école de danse, c'est surtout ma femme qu'on a à l'origine. Elle, son métier, c'est prof de danse. Et maintenant, gérante d'une école de danse et elle fait de la choré et plein de choses. Et il y a 9 ans, je l'ai suivie sur ce projet. L'école de danse, bah, je trouve que c'est un truc incroyable parce que ça permet comme occasion de créer du lien entre les gens. Même si c'est pas avec nous, il y a des groupes qui se créent aussi et ça, c'est fantastique. C'est là où je suis content, c'est que notre école de danse, en tout cas telle que je l'aperçois, c'est vraiment un lieu de vie où les débutants, comme des gens qui sont pas débutants, peuvent y aller, se marrer ensemble, apprendre ensemble. Le but, c'est que les gens y soient bien. Et dernier partage là-dessus, le meilleur moment, ça reste le spectacle de fin d'année où tu as 300 danseurs en tout sur le spectacle. Il y en a qui ont 3 ans qui sont sur scène. Il y en a qui ont un âge qu'on ne demande plus qui sont sur scène aussi. Et c'est vraiment le spectacle de tout le monde. Et le petit bonus, c'est quand j'ai vu ma fille la première fois danser déguisée en dalmatien ou l'année dernière en T-Rex sur scène. Bon, bah là, j'étais pas du tout objectif. C'était la meilleure fille du monde, quoi. C'était trop bien. Eh ben parfait, Geoffrey. On va s'arrêter là. Il y a plein de choses où je voulais un peu creuser, mais on se reverra en 2024, sûrement dans un nouveau format. Ça marche avec Sûrement dans plaisir. un nouveau format, je Ouais. tease. Avec un peu plus de vidéos, peut-être. Je tease. Yes. Ah, va falloir que je fasse attention à ma tête alors. C'est Mais je grave crois ça. que tu seras pas tout seul, tu seras peut-être accompagné. On va voir. Ouais, c'est Ok, possible, c'est Geoffrey, possible. si on va pouvoir te contacter, discuter avec toi ou travailler avec toi, ou où est-ce qu'on peut te joindre? Alors en tant qu'être humain, parce que je ne suis pas qu'une voix sur un podcast et donc j'existe en dehors de cette écoute, le contact le plus facile, je crois, ça reste LinkedIn. Vous m'envoyez un message. Je réponds même aux messages qui ont pas forcément de sens d'habitude. De là à dire que je m'ennuie dans la vie, pas du tout, mais je trouve ça intéressant. Les gens veulent créer des interactions, créons des interactions. Donc le plus simple, ça reste un petit poc sur LinkedIn. Des Geoffrey Guillochin, il y en a qu'un normalement. Ce prénom, il y en a pas beaucoup. Ce nom de famille, il y en a pas beaucoup non plus. Les deux ensemble, vous devriez tomber sur moi. Et sinon, si un jour vous traînez du côté de Maison-Alfort, il y a une superbe école de danse qui s'appelle Impulsion Dance Center. Vous m'y verrez sûrement pas, parce que j'ai plus le temps d'y aller. Mais si vous êtes appelé pour cette école de danse, c'est sur moi que vous tomberez. Ça marche, je mettrai les liens et les coordonnées dans la description du podcast. Eh bien, Geoffrey, je te remercie. Je voulais te remercier parce que c'était vraiment un moment super sympa, super cool. Ça m'a fait du bien de partager sur ces sujets et d'avoir des échanges et des rebonds avec toi. Et un autre partage, c'est que j'ai écouté les précédents podcasts aussi. Pas tous, parce que sinon ça me mettait trop la pression hein, avant de passer là. Tu vois, t'avais la pression, je l'avais, on l'a tous. Et je trouve que tu as réussi à créer des vrais moments d'échange et d'interaction et qui nous donnent envie de réagir avec les personnes. J'espère que ça fera ça pour quelques personnes avec celui-là. Mais en tout cas, merci encore Christophe de proposer cette formule. Je la trouve vraiment sympa pour les gens. Moi, je l'ai déjà dit dans les anciens podcasts, hein.
Si j'ai créé ce podcast, c'est aussi pour interagir avec des gens. Mais parce qu'en fait, moi, ce qui m'a fait progresser dans ma carrière en tant que Scrum Master ou coach, c'est que j'ai eu plein de mentors qui m'ont aidé en fait. J'ai eu plein de mentors qui m'ont aidé à prendre du recul et à progresser. Et justement, le fait de faire ce podcast, si je me dis que ce podcast, en plus, il est de plus en plus écouté, hein, et ça me fait plaisir. Si ça peut au moins inspirer plus d'une personne, c'est gagné. C'est gagné. Donc, Trop bien. Je peux abuser et te poser une question, moi, en retour pour clôturer? vas-y, on y va direct. C'est la libre antenne, ça y est. Allez, une question que je vole volontairement parce que j'adore leur podcast à Akiane Kojandi et Navo sur un bon moment. Mais si t'avais un conseil, c'est quoi le bon conseil qu'on t'a donné et que tu voudrais partager aux gens? Vous lié au podcast ou n'importe À ce que tu veux. démarrer. Je l'ai dit en plus pendant le podcast, le plus dur c'est de démarrer. Et c'est ok de pas savoir où aller, mais t'y vas quand même. Ah, c'est trop bien. Je valide. Démarrer, ça fait peur, mais en même temps, faut y aller, quoi. Ouais, je peux te donner un Sinon, exemple. ça Justement, bougera jamais. j'ai le podcast. Bon, le podcast, je savais où je voulais aller. Donc, ok. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui me demandent t'es sur LinkedIn depuis un an, qu'est-ce que tu fais, tu vois? En plus, tu cherches du travail. Donc, j'ai eu plein de questions comme ça. Et en cours de route, le fait d'écrire, tu vois, ça m'a attiré des personnes, en fait. Outre les opportunités pro et business, hein, on va pas se le cacher, hein, ça sert aussi à ça, LinkedIn avant tout. Mais le truc que j'ai pas vu venir, tu vois, c'est d'avoir attiré avec mes écrits des gens que j'aurais pas pu rencontrer avant, en fait. Et ça, je trouve ça fou. Parce que j'ai rencontré vraiment des personnes qui m'aident maintenant au quotidien sur plein de projets, là. Je suis comme toi. Je déborde de projets, tu C'est vois. très bien. Et tu vois, si j'avais pas fait le premier pas à d'écrire, parce que moi, la première fois que j'ai écrit, laisse tomber, hein, je me suis dit, je vais me faire défoncer, ou les gens, ça va pas intéresser les gens, tu vois, j'ai eu plein de croyances limitantes, je me suis fait plein de films, tu vois, je me suis dit, ma carrière pro, elle est finie, tu vois, et en fait, je savais pas trop où j'allais, tu vois, mais ce que ça m'a apporté, c'était surprenant, et ça a continué, donc voilà, le conseil que je pourrais dire, hein, même si vous savez pas où vous y allez, allez-y. D'après remarche, c'est plus difficile, mais après, c'est comme Forrest Gump, hein, tu es sur une boîte de chocolat, tu sais pas sur quoi tu vas tomber, et vous allez peut-être kiffer, hein. Et ton partage, il est juste génial parce qu'en plus, c'est vraiment la thématique du changement, là, ce que tu partages. Ces connexions, elles auraient jamais eu lieu si toi, t'avais pas changé quelque chose, si t'avais pas apporté un changement. Mais pour Forrest Gump, il suffisait qu'il tourne la boîte au dos, normalement, il y a marqué quel chocolat à quoi. Personne lui a dit, c'est ça le plus triste. Mais tu sais bien, on aime bien se compliquer la vie, sinon c'est pas drôle. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Écoute, Mais merci Geoffrin, encore. on se reverra en 2024, Ça sûrement dans la marche. studio avec des caméras. Parfait. Je Prends te soin de remercie toi d'ici là. beaucoup, et ciao. Salut, ciao. Merci encore. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça m'aiderait énormément pour la diffusion du podcast. Je vous remercie pour votre temps et à bientôt.